Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma et des séries télé. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur une saga qui, avec ses 6 premiers films, a rapporté, rien qu'en salle, plus de 3,5 milliards de dollars, sans parler de la VOD, la vidéo, les ventes aux télévisions des films. Je parle bien entendu de la saga Mission Impossible. J'ai décidé de revenir sur cette saga en te proposant un classement des 7 opus, de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Donc ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, je voulais juste te dire que c'est vrai qu'il n'avait pas été facile pour moi de classer ces différents volets. Parce que pour moi, cette saga se divise vraiment en deux axes. Il y a vraiment l'épisode 3, 4, 5, 6, 7 qui sont dans la même veine. Et après, il y a les volets 1 et 2 qui sont plus difficiles à classer, mais pour des raisons un petit peu différentes. On va d'ailleurs aborder une de ces raisons avec la 7e position. En 7e position, bien entendu, il y a Mission Impossible 2 de John Woo qui est sorti en 2000. Pour moi, c'est le film que j'aime le moins parce que je trouve qu'il y a un lyrisme dedans assez kitsch dans sa mise en scène avec ces oiseaux qui volent au ralenti tout le temps, les ralentis Head and Shoulders de la jolie chevelure de Tom Cruise. Il n'y a pas non plus de scène mémorable, si ce n'est peut-être celle où Ethan escalade la paroi rocheuse dans l'Utah. Mais bon, ça constitue pas un enjeu, du coup c'est quand même assez oubliable. Les personnages sont quand même pas très charismatiques, les enjeux pas très intéressants non plus à suivre, même si après ça reste un enjeu basique comme ceux qui suivront dans les autres Missions Impossibles. Mais je trouve que cette histoire-là était pas très intéressante. Au final, j'ai pas vraiment apprécié, même la scène de la moto qui était censée être peut-être la scène marquante du film. Non, j'ai trouvé ça pareil aussi kitsch à regarder. Donc j'ai vraiment pas apprécié ce volet. Le seul moment que j'ai apprécié, c'est la scène où Tom Cruise, je crois que c'est le moment où il fait la rencontre de Maya justement en Espagne, où elle essaye de voler un bijou et où il se retrouve dans la baignoire. C'est le seul moment que j'ai trouvé plutôt sympa à suivre. La course-poursuite qui suivait en voiture, j'ai trouvé ça assez kitsch dans la façon dont c'était filmé et apporté. Et voilà, au final, je trouve que c'est un Mission Impossible qui est plutôt raté. En tout cas, autant dire les 6 autres films qui vont suivre sont vraiment... il a fallu faire des choix, mais sont vraiment des films que j'aime beaucoup regarder. Autant celui-là, que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent, j'ai re-regardé récemment parce que je me suis refait toute la saga avant d'aller voir le 7 au cinéma. Et celui-là, j'ai regardé ma montre et ça a été quand même assez douloureux à regarder. Après, ça aurait pu être bien, parce qu'a priori, il faut savoir que ce Mission Impossible devait durer à la base 3h30 et était prévu pour les moins de 17 ans. Il faut savoir qu'en fait, a priori, Cruise et la Paramount n'étaient pas spécialement d'accord, ce que j'ai pu comprendre. Et donc, du coup, le film a été réduit à 2 heures et a été monté pour convenir à un public de 13 ans. Donc, du coup, les réécritures multiples, les coupes dans le film qui ont dû être faites et la production chaotique ont, je pense, eu raison de ce Mission Impossible 2, même si très clairement, je pense que c'est... je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose parce que John Woo a quand même une empreinte visuelle assez marquée. Et je suis pas sûr que cela aurait été mieux sur 3h30. Enfin, s'il y a 1h30 de ralenti en plus, c'est pas la peine, quoi. Et il faut savoir aussi que c'est le seul film de la saga où le personnage d'Ethan Hunt n'est pas en fuite. Donc pour moi, Mission Impossible 2, 7ème position, c'est mérité. Pour moi, il n'y avait pas grand chose à sauver. En 6ème position, et là je vais te surprendre, nous allons retrouver Mission Impossible Fallout, qui est sorti en 2018 et qui a été réalisé par Macquarie. C'est un Mission Impossible où Ethan Hunt affronte les apôtres, et donc il y a aussi l'arrivée de John Lark. Pour moi, ce film, même s'il y a des scènes marquantes comme la scène du halo jump, celle de l'hélico ou celle de la course-poursuite à Paris, je trouve que c'est un film qui reste quand même un peu vide, du fait justement du personnage de John Lark. J'ai un problème avec ce personnage-là, je trouve qu'il n'est pas forcément très bien écrit, très bien exploité. C'est quand même censé être un personnage qui a tué, éliminé plusieurs espions, donc qui devrait être quand même assez intelligent. Et en fait, je trouve que la façon dont il essaye de monter en épingle le fait que ce soit Ethan Hunt le responsable est plutôt maladroite et assez grossière. Je trouve que c'est pas aidé non plus par le jeu d'Henry Cavill qui est pas très expressif.
Donc tout ça mis bout à bout, en fait, ça fait qu'on n'a pas un antagoniste hyper intéressant à suivre. Alors même s'il y a la mort d'Alan Hunley qui est joué par Alec Baldwin, je trouve que cette mort-là justement n'est pas non plus très impactante. L'arrivée de la veuve blanche qui je trouve est pas très très bien développée, et puis le personnage de John Lark qui est plutôt mal construit en termes de personnalité, moi ça fait que même si c'est un Mission Impossible qui se tient bien, où il n'y a pas trop de temps mort, je trouve que c'est peut-être celui qui marche le moins bien en termes d'intrigue. En tout cas, qui tient pas toutes ses promesses. Voilà, donc du coup, pour moi, Mission Impossible Fallout, 6e position. En 5e position, nous allons parler de Mission Impossible de Brian De Palma, qui date de 1996. Alors celui-là, il est vraiment chaud à classer parce que il y a vraiment les Missions Impossibles 3, 4, 5, 6, 7 qui sont vraiment des Missions Impossibles pur film d'action. Il y a le Mission Impossible 2, alors qui est un film d'action aussi, mais un petit peu rococo, quoi. Donc pour moi, ce Mission Impossible 2 s'inscrit très mal dans la saga, d'ailleurs. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je trouve que, en plus de ça, c'est vrai que je trouve qu'il a pas trop sa place dans la saga. Et puis il y a ce Mission Impossible 1, qui est vraiment un film d'espionnage noir, sombre, et qui a vraiment une ambiance assez brumeuse et mortifère, notamment dans sa première partie, avec toute cette scène qui se déroule à Prague. Et du coup, c'est vrai qu'il est difficile de classer ce Mission Impossible 1 parce que les codes qui ont été établis dans Mission Impossible 1, cette ambiance, tout ça, on les retrouve pas spécialement après par la suite. Donc en fait, c'est un très bon film indépendant, mais après en tant que film Mission Impossible, je trouve qu'il s'inscrit pas forcément très bien dans la saga par rapport au reste. Mais il n'en reste pas moins que ça reste un bon film justement pour sa scène à Prague, qui est juste très très bien menée. Il y a beaucoup de suspense. Je trouve que le fait justement d'instaurer des pièges, des mensonges tout le long du film rend le film vraiment prenant en fait pour le spectateur. Il y a aussi la notion d'équipe qui est présente, très présente dans ce Mission Impossible. Cette notion d'ailleurs qu'on va perdre dans Mission Impossible 2, puisque même si Ethan Hunt n'est pas seul, je trouve que c'est quand même un film qui est très très centré sur Ethan et où l'équipe a pas trop sa place dans Mission Impossible 2, donc du coup c'est aussi pour ça que j'aime pas trop ce film. Là, dans Mission Impossible 1, il y a l'équipe et je trouve intéressant justement l'angle qui est donné à cette équipe. Parce que, je ne vais pas spoiler, mais je trouve qu'il y a un parti pris assez intéressant qui est mené. Pour moi, la trahison de Phelps, qui est le chef de la Mission Impossible, ne me dérange pas, même si je sais qu'elle a fait un tollé auprès des fans de Mission Impossible. Moi, je n'ai pas d'attache avec la série Mission Impossible, donc du coup, ça me dérange pas. Et en même temps, je trouve ça aussi assez astucieux, puisque ça permet en fait un certain passage de relais entre Phelps et Hunt. En gros, avec la trahison de Phelps et avec ce passage de relais, Hunt vraiment s'impose et Tom Cruise dit voilà, maintenant on n'est plus en lien avec Mission Impossible, enfin le passage a été fait et maintenant c'est moi qui prends les rênes du projet. Donc je trouve quand même que c'est plutôt intéressant, le film est bien mené, il y a quand même la fameuse scène de l'aquarium ou celle où Cruise infiltre le siège de la CIA qui sont quand même assez marquantes. Donc ce film fonctionne plutôt bien, il mérite je pense sa 5e position amplement au sein de la saga. Il faut savoir aussi que c'est le premier film sorti aux États-Unis sur plus de 3000 écrans. Ça c'est juste pour la petite note. En 4e position, nous allons retrouver Mission Impossible 3, qui est sorti en 2006 et qui a été réalisé par J.J. Abrams, à qui l'on doit notamment Alias et Lost. Il faut savoir que c'est les premiers longs métrages de J.J. Abrams, qu'à la base Scarlett Johansson devait jouer dans ce 3e volet, et que avant d'avoir J.J. Abrams, Fincher avait été approché pour réaliser cet opus. En fait, ce Fincher avait été auréolé de succès avec le film Panic Room, et donc Fincher travaillait sur le projet de Mission Impossible 3, mais en fait, étant donné que c'était un film qui s'inscrivait dans une saga, Fincher se retrouvait avec peu de liberté artistique, et le fait de ne pas avoir ces libertés l'ont conduit directement à la sortie. Il faut savoir que Ang Lee a aussi été approché pour réaliser ce Mission Impossible 3. Bon, finalement, ça n'aura pas été lui. Donc du coup, on retrouve Abrams. Ce que je trouve intéressant dans la vision d'Abrams de Mission Impossible, c'est que c'est lui qui va réellement poser les fondements de la saga. C'est-à-dire qu'il va garder l'équipe
du 1, parce que c'est vrai que l'équipe était quand même très présente dans Mission Impossible 1, il va prendre ça. Il va garder aussi le côté action de Mission Impossible 2, et il va combiner tout ça, et ça va nous donner Mission Impossible 3. Au passage, on va quand même laisser tomber par contre le côté noir, ce qui est un petit peu dommage, mais en tout cas, les bases de Mission Impossible seront là. Il va y avoir une vraie dynamique d'équipe, il va y avoir aussi le côté impossible. C'est le premier Mission Impossible où on a une vraie scène d'action impossible qui va être marquante pour la saga, parce que la scène où Tom Cruise justement infiltre un bâtiment par le toit est quand même assez impressionnante, même si c'est la moins impressionnante de toutes celles qui suivront après dans les épisodes suivants. Il n'en reste pas moins que c'est la première scène d'action avec un vrai impact. Donc en fait, Abrams va vraiment établir le cahier des charges en fait des Missions Impossibles. Et puis après, je trouve que mine de rien, c'est quand même un épisode avec beaucoup de belles scènes. Je parle notamment de la scène de sauvetage dans le champ d'éoliennes et la présence de Kerry Russell qui est plutôt très bonne. Il y a la scène au Vatican aussi où Ethan Hunt infiltre le Vatican. C'est vraiment une scène très réussite. Il y a la présence de Philip Seymour Hoffman qui est un méchant quand même assez convaincant avec beaucoup de charisme, etc. Il y a l'attaque du pont de Chesapeake Bay qui est quand même aussi bien rythmée. On s'ennuie pas du tout dans ce Mission Impossible. Et en plus de ça, c'est un Mission Impossible où on va voyager un petit peu à la James Bond et où les exploits acrobatiques vont vraiment être mis au centre de la saga. Donc pour moi, ce Mission Impossible il est très important parce qu'on lui doit tout, parce que c'est lui qui a vraiment inscrit les rouages des films à venir. Après, il faut savoir que ce film n'a pas rencontré le succès en salle, enfin le succès escompté. Ça n'a pas été un échec. Il a fait 400 millions de dollars de recettes au box-office, donc c'était un succès, ça c'est sûr, mais par contre c'était un succès en dessous des attentes des studios. Ce non-succès en fait est dû surtout à la chute de popularité de Cruise, qui en 2005 est vraiment dans sa mauvaise période. Le fait qu'il fasse la promo de la scientologie lors de la promo du Dernier Samouraï, ou encore lors de la promo de la Guerre des Mondes, le fait aussi qu'il y ait des rumeurs liées à sa vie privée, sa façon dont la scientologie a de s'immiscer dans cette vie privée, lui donne aussi une très mauvaise image. Et puis son passage chez Oprah Winfrey, à mon avis, c'est l'événement qui finira en effet d'achever Cruise et sa notoriété. Donc du coup, tous ces événements mis bout à bout vont faire que Mission Impossible 3 ne va pas rencontrer le succès, et ça va même conduire en fait la Paramount à se séparer de la société de production Cruise Wagner. Donc du coup, ça sera vraiment un passage pivot dans la carrière de Tom Cruise, ce Mission Impossible 3, parce que il va se retrouver en difficulté pour la suite des événements, puisque les films qui vont sortir ne vont pas rencontrer le succès escompté. Je parle de Valkyrie qui va rencontrer un succès moindre. Ce sera pas un échec, mais voilà, ce sera pas non plus un truc immense. Et après de Lion et Agneau aussi qui ne rencontrera pas du tout le succès. Donc Cruise en fait, lorsqu'il va lancer Mission Impossible 4, va quand même jouer gros et mettre beaucoup sur la table. Donc en quatrième position, Mission Impossible 3, c'était largement mérité. En troisième position, nous allons parler de Mission Impossible 5 Rogue Nation de Macquarie, qui est sorti en 2015. Il faut savoir que J.J. Abrams est encore à la production de ce Mission Impossible, donc c'est pas pour rien en fait que je te dis que l'arrivée de J.J. Abrams pour Mission Impossible 3 a une lourde incidence. C'est l'épisode où on voit l'arrivée du syndicat, une espèce d'organisation terroriste qui rappelle un peu Spectre dans James Bond, et on voit aussi l'arrivée donc de Solomon Lane, l'antagoniste principal dans ce Mission Impossible 5. Il y a également l'arrivée de Lisa Faust qui est pour moi un vrai plus. Donc Lisa Faust, c'est un agent du MI6 donc de Londres qui est vraiment le miroir de Tom Cruise, d'Ethan Hunt. C'est son égal parce qu'elle est désavouée elle aussi par son gouvernement, et elle est aussi forte que lui. Donc du coup, je trouve que cette relation est plutôt intéressante à suivre, et en plus, ce qui est bien dedans, c'est on subit pas l'écueil de la relation sentimentale, etc. On n'a pas quelque chose de dégoulinant. On a une relation qui est plutôt construite dans la retenue, dans le respect, ça se voit dans leurs échanges de regards, dans la façon qu'ils ont de prendre soin l'un de l'autre. Donc j'aime beaucoup cette relation, et l'arrivée de ce personnage, je trouve, est plutôt rafraîchissante. Après, il y a aussi pas mal
de passages qui sont quand même assez réussis. La scène du théâtre, le passage à Londres aussi où Ethan et Lisa sont poursuivis. Ça rappelle, il y a un côté noir aussi, un côté un petit peu Hitchcockien, un côté un petit peu brumeux, qui rappelle un petit peu ce qu'on a perdu, qu'on avait dans Mission Impossible 1 à Prague. Il y a la scène bien sûr où Ethan Hunt est suspendu sur le flanc d'un avion qui est absolument remarquable. La scène où Ethan retient sa respiration durant 6 minutes sous l'eau. Il y a aussi le climax qui instaure vraiment une tension avec le gilet piégé de Benji. Et voilà, je trouve qu'en plus de ça, les personnages sont plutôt bien écrits et assez intelligents dans leur façon de s'extirper des mauvaises positions dans lesquelles ils sont. Donc je trouve que pour tous ces points-là, Mission Impossible 5 mérite amplement sa 3e position. Il faut savoir qu'avant que je ne re-regarde la saga Mission Impossible 5, je l'aimais pas tant que ça, et en fait il a beaucoup été réévalué dans mon estime. En 2e position, nous allons retrouver Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie 1, qui est sorti donc cette année, en 2023, et qui a été réalisé par Macquarie. Pour moi, c'est un très bon Mission Impossible. J'avais des craintes, parce que j'entendais des gens dire oui, 2 heures, plus de 2h40, c'est trop long, etc. Les résultats avaient l'air moyen plus, on va dire, mais du coup j'avais un peu peur qu'on se retrouve face à Mission Impossible pas très bon, mais en fait non, je trouve que le film est très bien rythmé, je trouve qu'il y a une très belle séquence d'émotion avec la mort d'un des personnages à Venise. Je trouve que l'antagoniste est plutôt intéressante à suivre parce que justement elle donne un nouveau souffle un petit peu à la saga, parce que c'est vrai que habituellement on a toujours affaire à des êtres humains. Là, le fait que ce soit une intelligence artificielle, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis Mission Impossible fonctionne beaucoup avec des gadgets, gadgets qui fonctionnent pas tout le temps, mais là du coup le fait que cette entité prenne aussi le contrôle des technologies qu'ils peuvent utiliser, du coup ça ramène Mission Impossible un petit peu, je pense que ça va les ramener à de l'espionnage pur et dur, et on va peut-être moins se reposer justement sur tout ce qui est gadget. Donc j'attends de voir la suite, mais je trouve ce Mission Impossible 7 aussi intéressant dans ce qu'il pourrait avoir à proposer pour la suite. Je trouve aussi que l'humour est bien dosé. C'est peut-être le Mission Impossible devant lequel j'ai le plus rigolé. J'ai pas rigolé tout le temps, mais le peu de fois où c'est arrivé, notamment lors de la course-poursuite en Italie, ou avec l'humour de Benji, je sais plus à quel moment il fait une blague, enfin il y a un truc assez drôle qu'il dit, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien rythmé, et que justement l'action, le drame et la comédie se mêlaient plutôt bien, et étaient plutôt bien équilibrés au sein de ce 7e opus. Voilà. Après, peut-être que j'ai un bémol sur les répercussions de la mort du personnage qui va mourir dans cet épisode. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Je trouve que les répercussions sont à l'image de la relation que ce personnage entretient avec Ethan depuis le début, c'est-à-dire dans la retenue. Mais après, peut-être que j'aurais aimé que ça impacte peut-être plus le personnage d'Ethan. Je sais pas trop. J'aurais peut-être aimé avoir une 2e version pour faire le choix. Mais voilà. Après, cette mort-là, en tout cas, m'a beaucoup peiné. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Je trouve que le montage est plutôt efficace. La tension est à son comble lors de cette scène. Et même si on se doute de l'issue de la scène, je me souviens quand j'ai vu la scène, j'ai quand même eu un doute. Je savais pas trop quelle allait être l'issue. Je savais que un des 2 protagonistes allait mourir, mais jusqu'au bout, j'ai quand même eu le doute. Et après, le personnage de Grace, je le trouve aussi, je trouve bien à suivre, parce que même si c'est un personnage un peu tête à claque, je trouve qu'elle apporte une certaine fraîcheur. Parce que justement elle a ce côté moins sûr que pouvait avoir le personnage dont elle prend la place. Elle est plus vulnérable, et du coup je trouve que ça met aussi Ethan dans cette position de vulnérabilité, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à exploiter dans le Mission Impossible Dead Reckoning partie 2. Donc du coup voilà, en conclusion, je trouve que la course-poursuite en Italie, la séquence du train est juste aussi absolument remarquable. Quand on voit par exemple qu'il y a pas longtemps, il y a Uncharted qui est sorti, et quand on voyait que les conteneurs sur lesquels Tom Holland sautait avec le fond vert derrière, c'était absolument dégueulasse. Là franchement ça fait quand même du bien. Enfin, quand on va voir Mission Impossible, on va voir ça pour avoir du spectacle, pour avoir un film qui nous tienne en haleine, un film où on voit vraiment l'application des acteurs, et je trouve pour le coup que
Mission Impossible 7 coche toutes les cases et c'est vraiment pour moi un des meilleurs opus de la saga et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et ça c'est dommage, j'aime pas cette manie là de couper les films en deux, comme Spider-Man New Generation là, enfin le 2 qui est sorti il y a peu de temps, dont j'ai déjà fait la critique d'ailleurs juste ici. Je trouve ça dommage qu'on ait deux parties, ça nous sort du film, mais en tout cas je trouve que voilà, ce Mission Impossible 7 remplit toutes les cases, on rigole, on passe un très bon moment et je te le conseille fortement. Et en première position, bien entendu, il n'en reste plus qu'un. Donc nous allons revenir sur Mission Impossible 4, Protocole Fantôme de Brad Bird, qui a fait Les Indestructibles, et ce film-là est sorti en 2011. Il faut savoir, donc, comme je te le disais tout à l'heure, que Mission Impossible 4, Protocole Fantôme était vraiment très important pour Cruise, parce que Cruise était quand même dans la tourmente à cette époque, tourmente médiatique, mais aussi tourmente cinématographique. Donc voilà, c'était important que ce Mission Impossible 4 soit réussi, et je trouve qu'en fait Mission Impossible 4 transcende en fait ce qui a été mis en place dans Mission Impossible 3 par J.J. Abrams. Donc là en fait, à la base il faut savoir que Cruise voulait que ce soit Abrams qui soit à la réalisation de ce quatrième volet, malgré l'insuccès du 3, mais en fait Abrams était trop occupé donc il n'a pas pu être là, et a priori Abrams aurait suggéré du coup Brad Bird. Donc comme quoi tout est lié et comme quoi on retrouve on retrouve vraiment ce pivot avec le Mission Impossible 3. Brad Bird est à la réal, Christopher McQuarrie, qui a été rencontré sur Valkyrie, sur le tournage de Valkyrie par Tom Cruise, sera choisi pour écrire le scénario et aussi pour venir en aide à Damon Lindelof, à qui l'on doit Lost et Watchmen. Donc du coup, je trouve que c'est un film qui est plutôt bien équilibré parce que du coup, il fait la part belle à l'équipe. C'est-à-dire que là, les gadgets passent leur temps à dysfonctionner, il y a des couacs tout le temps, et on se rend compte que l'esprit d'équipe est vraiment très important pour Ethan Hunt en fait. Et c'est des fondements en fait qui vont après être retrouvés après dans le 5, le 6, le 7, où l'équipe sera également au cœur des films. Donc j'aime beaucoup en fait ce Mission Impossible 4 pour ça, la place de l'équipe, pour les différents environnements qu'on explore. Le Kremlin, la scène du Kremlin est absolument extraordinaire. Le climax en Inde avec Brandt qui se retrouve à faire la scène hommage du 1 où Tom Cruise est suspendu lorsqu'il infiltre la CIA. Là en fait c'est Brandt qui se retrouve au-dessus d'une turbine qui tourne là, hyper dangereuse. Je trouve ça assez marrant, la scène est très drôle à regarder. Le climax dans le parking avec toutes les voitures, où on voit un Ethan Hunt absolument prêt à reculer devant rien pour réussir sa mission. Et puis bien sûr il y a la fameuse scène de l'escalade du Burj Khalifa à Dubaï qui est mémorable. Enfin franchement, cette scène est vertigineuse quand on voit Tom Cruise au-dessus du vide. Franchement, moi qui ai le vertige, personnellement ça me saisit. Je trouve qu'il y a de l'humour, il y a du suspense aussi justement avec ces transactions qui doivent être faites dans deux endroits différents, essayer de faire en sorte de tromper l'autre sans qu'il se rende compte de rien. Je trouve cette scène bien gérée dans sa tension justement. Et voilà, je trouve que Mission Impossible 4 regroupe tout. Il y a tout, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je trouve que l'histoire est convaincante de bout en bout, on s'ennuie pas, c'est bien rythmé, et voilà, il n'y a rien à dire sur ce Mission Impossible. Donc en conclusion, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la saga Mission Impossible, de me donner ton classement, parce que ça se trouve, il sera complètement différent du mien. Tu peux me dire aussi ce que tu as pensé de Mission Impossible Dead Reckoning, et puis n'hésite pas à liker, commenter, partager, justement pour donner un petit peu de visibilité à mon travail. Je te retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Zapoupa et je te souhaite de très bonnes vacances si tu y es. Bye!